Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis coach en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Je suis maman d'une petite fille née en décembre 2018 avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis l'âge de 3 mois. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à ces deux termes, apprentissage de la propreté versus acquisition de la continence. Ce thème m'a été inspiré d'un débat pas toujours bienveillant de part et d'autre qui s'est tenu sur Facebook et du coup je voulais creuser un tout petit peu le sujet, vous dire ce que j'en pense et pourquoi je choisis d'utiliser l'un ou l'autre de ces deux termes. Dans le débat dont je parle, le terme apprentissage de la propreté avait été critiqué car n'étant pas du tout dans la lignée d'une éducation bienveillante, éducation qui serait forcément prônée par tous les parents pratiquant l'hygiène naturelle infantile. Je désire donc clarifier les deux termes et vous donner mon avis sur la question et je serai très heureuse d'avoir votre réaction sous la vidéo. Mais j'insiste pour que vous mettiez tous vos efforts à rester bienveillants les uns envers les autres, moi y compris. On peut être d'un avis divergent sur un ou plusieurs points, mais bien s'entendre malgré tout, j'espère que c'est une évidence pour vous aussi. Tout d'abord, apprentissage de la propreté, c'est quoi et pourquoi utilise-t-on ce terme ? Eh bien, c'est tout simplement le terme le plus couramment utilisé depuis des décennies pour parler de la période d'apprentissage d'un bambin avant qu'il puisse se passer des couches et n'avoir que des accidents de manière seulement occasionnelle. Personnellement, je considère que c'est atteint quand on est à moins d'un accident par jour. Et le terme acquisition de la continence, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que cela veut dire ? C'est le terme qui est prôné par le mouvement d'éducation bienveillante pour remplacer celui d'apprentissage de la propreté. On va dire mon enfant est continent au lieu de mon enfant est propre. Donc je vais juste courtement définir ce que c'est que cette éducation bienveillante. C'est chercher davantage à responsabiliser son enfant plutôt qu'à le soumettre, tout en arrivant au même résultat. Personnellement, je ne suis pas du tout opposée à ce mouvement d'éducation et d'ailleurs je m'en inspire beaucoup pour éduquer ma fille. Les 6 principes de l'éducation bienveillante, tels que je les ai trouvés sur le site Pomme d'Api, sont ceux-ci. Premièrement, distinguer l'enfant de ses actes. Au lieu de dire « tu es un menteur », on va dire « tu as menti ». Deuxièmement, fixer les règles à l'avance. Troisièmement, exprimer les interdits de façon positive. Au lieu de dire « ne cours pas », on va lui dire « marche ». Quatrièmement, reconnaître les émotions de l'enfant. Pour ne pas dire « c'est rien », pour ne pas banaliser les choses pour rien, etc. Reconnaître qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Cinquièmement, ne pas avoir d'intention là où il n'y en a pas. Un enfant qui pique une crise à 17h ne le fait pas par caprice, autrement dit exprès pour nous faire chevrer, mais parce qu'il est épuisé très probablement. Et dernièrement, c'est être souple en maintenant le cadre, donc savoir adapter ce cadre quand c'est raisonnable. Voilà les 6 principes tels que je les ai trouvés de l'éducation bienveillante. Étudions maintenant les arguments qui sont donnés pour utiliser le terme acquisition de la continence plutôt que le terme apprentissage de la propreté. Je vous lis maintenant un texte trouvé sur paroledemaman.com car je l'ai trouvé représentatif de ce qui se dit à ce sujet. Donc là, je lis textuellement ce texte. Première grande nouvelle pour certains, on ne parle pas d'apprentissage de la propreté, mais plutôt d'acquisition de la continence. Si l'on regarde les définitions de ces deux termes selon le Larousse, acquisition, obtention d'un savoir, d'une compétence, d'une expérience. Apprentissage, formation professionnelle, initiation par l'expérience. Apprendre, enseigner à quelqu'un quelque chose, lui faire acquérir une connaissance, un savoir-faire, une expérience. Vous constaterez que le terme apprendre est lié à une acquisition, mais dans ce mot, on a quand même la notion d'apprendre à quelqu'un quelque chose, alors que la continence, c'est une acquisition innée, une maturation à la fois psychologique et physiologique. Première nouvelle, on n'apprend pas à un enfant à être continent, tout comme on ne lui apprend pas à se retourner, à s'asseoir, à marcher. Ce sont des acquisitions qui sont innées chez l'humain, donc l'adulte n'a pas besoin d'intervenir. Pourquoi je préfère parler de continence plutôt que de propreté ? Car derrière le mot propreté, on a son opposé, la saleté. Est-ce que c'est sale de faire ses besoins dans sa couche plutôt qu'aux toilettes ? Non, c'est un moyen comme un autre de recueillir les déjections. Dans cette opposition propre-sale, on a une sensation négative. Si tu n'es pas propre, c'est que tu es sale. Or, un enfant qui n'est pas continent n'est tout simplement pas prêt à l'être. Lui renvoyer comme image qu'il est sale alors qu'il n'a pas la maturité pour changer cela, c'est quand même lourd à porter. Voilà, c'était un petit peu long, c'est l'extrait qui était donné sur paroledemaman.com pour
justifier le fait d'utiliser le terme acquisition de la continence plutôt qu'apprentissage de la propreté. Je vais aussi vous lire un tout petit extrait qui est tiré cette fois-ci d'apprendre-à-éduquer.fr. La continence n'est pas une compétence dont l'apprentissage diffère tellement de celle de la marche ou du langage. Il ne viendrait à l'idée de personne de forcer un enfant à marcher ou à parler s'il n'est pas prêt. Pourtant, pour la continence, certains parents sont amenés à penser, sous la pression de l'entourage, de l'entrée imminente en maternelle, etc., que s'ils savent être persuasifs à travers des menaces, des punitions ou des récompenses, l'enfant obéira. Donc, dans ces définitions, je trouve différents points à relever. Premièrement, l'enfant n'est pas capable. Il n'a pas la maturité pour être propre avant minimum 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans selon les sources. Ce n'était pas mis explicitement dans ces sources-là, mais c'est ce qu'on retrouve en général quand les personnes défendent le mot acquisition de la continence. Alors à ça, le fait que l'enfant n'est pas capable, j'ai envie de répondre premièrement, comment cela se fait-il qu'à l'heure actuelle, la moitié des enfants du monde sont propres à l'âge de 1 an ? On est en train de nier la réalité de la moitié des êtres humains. Deuxièmement, comment cela serait-il possible de forcer un enfant à être continent s'il n'est pas prêt physiologiquement et neurologiquement à l'être ? Pourrait-on souffrer un enfant ne souffrant pas de handicap à marcher à 6 mois, à compter à 12, etc., si on utilise des méthodes suffisamment brutales ou coercitives ? Il y a donc une contradiction évidente à dire qu'un apprentissage de la propreté effectué avant l'âge de 2-3 ans est forcément de la maltraitance. Parce que si c'est de la maltraitance, ça veut dire qu'on arrive à le forcer, mais s'il n'est pas prêt, on ne pourrait pas le forcer, si c'est physiologique. Donc ça se contredit. Cet argument-là, il ne tient pas la route. Et dernièrement, les parents qui pratiquent l'hygiène naturelle infantile le savent bien. Un bébé de quelques semaines a la capacité de signaler son besoin d'éliminer. Il a la capacité de se retenir le temps qu'on enlève sa couche ou qu'on trouve un endroit adapté pour le faire éliminer. Il ressent les sensations, il est capable de les reconnaître et d'attendre un peu avant de relâcher volontairement ses sphincters. C'est ça la réalité que connaissent tous les parents qui pratiquent l'hygiène naturelle infantile. Deuxièmement, ce terme acquisition qui est préféré au terme apprentissage. On nous dit aussi que l'adulte n'a pas à intervenir et qu'on ne peut pas enseigner à un enfant à être propre. Ce qui en fait est vrai. Par contre, on peut l'accompagner dans son apprentissage. C'est ce qu'on fait pour tous ces apprentissages. On va le mettre à plat ventre pour qu'il apprenne à lever sa tête. On le met dans des conditions pour qu'il puisse faire cet apprentissage. On ne lui enseigne pas à le faire, mais on le met dans les bonnes conditions. Eh bien ça, on le fait aussi dès la naissance quand on pratique l'hygiène naturelle infantile. On le met dans les conditions pour qu'il puisse continuer d'entraîner cette capacité qu'il a déjà. Si on ne le fait pas, il va perdre à un degré plus ou moins sévère, selon les enfants, cette capacité, cette continence. Si on ne donne pas à l'enfant l'occasion de faire cet apprentissage, celui-ci va être retardé. Si l'enfant porte des couches en continu, on l'empêche de faire le lien de cause à effet, le pipi, ça mouille, on l'empêche de ressentir les sensations qui vont lui donner envie de faire cet apprentissage, on va l'empêcher d'expérimenter avec ses sphincters et donc de progresser vers la propreté. Ça, on le fait quand on n'a pas entendu parler de l'hygiène naturelle infantile, on le fait de façon tout à fait involontaire. La plupart des parents font ça de façon involontaire. C'est comme quand un enfant qui jette son hochet à terre, si un adulte qui le lui redonne constamment à côté de lui, l'enfant n'a pas l'occasion d'apprendre la loi de la gravité. C'est la même chose. Le port des couches en continu empêche les enfants d'entraîner cette capacité qu'ils ont. La méthode d'apprentissage de la propreté que je propose pour les enfants à partir de 18 mois, elle repose sur le fait de donner à l'enfant l'occasion d'expérimenter les sensations liées à l'élimination et lui donner des explications simples et claires sur l'endroit approprié où mettre ses déjections. Si on ne lui dit jamais que les excréments vont dans les toilettes, eh bien on cache à l'enfant qu'il y a un apprentissage à faire. Ensuite, ils étaient abordés le fait que le terme propreté implique que peut-être, si on n'est pas propre, eh bien on est sale. Tout d'abord, j'aimerais répondre à cela. Un enfant qui reste dans sa couche souillée d'urine, voire de sel, ne me dites pas que c'est propre. C'est pas du tout la faute de l'enfant, puisque c'est les adultes autour de lui qui lui ont enseigné à faire ça en lui montant des couches.
Mais aucun médecin ne vous dira que garder son urine ou ses selles directement en contact avec sa peau, c'est une bonne idée. Nos éjections sont sales, c'est une réalité. Donc ce terme, il n'est pas faux. Le terme propreté, on est propre quand on ne porte pas de couche, parce que quand on en porte, eh bien c'est sale d'avoir les excréments qui sont en contact avec la peau toute la journée. Maintenant, c'est vrai, il y a un risque d'impact négatif sur l'enfant si on utilise tout le temps ce mot près de lui, parce qu'on lui envoie le message que lui-même est sale. Et à défaut d'avoir un autre terme, puisque le terme un enfant propre, c'est celui qui est utilisé actuellement, je crois vraiment que l'attitude et le ton de l'adulte quand il parle sont bien plus importants que le terme exact utilisé. Le message non verbal est tout à fait suffisant, à mon avis, pour mettre l'accent sur l'aspect et l'encouragement positif de « tu seras bientôt propre », plutôt que sur le message indirect négatif « t'es sale ». Si on dit à l'enfant « Ah bah c'est chouette, bientôt tu seras propre, ah t'as vu il est propre, et bien bientôt est-ce que tu aimerais être propre comme lui ?» On encourage, on utilise le message positif du mot propre et c'est tout à fait suffisant pour contrebalancer l'usage négatif le message indirect qu'on véhicule. Ensuite, dans le texte que j'ai lu plus haut, on banalise complètement le fait que les selles sont sales. En vérité, les selles, tout le monde le sait, c'est plein de bactéries qui sont utiles pour notre digestion, mais qui sont potentiellement pathogènes si elles se trouvent ailleurs. D'où la haute mortalité quand on n'a pas un système efficace pour séparer les déjections de nos lieux de vie. Donc c'est pas du tout anodin de vouloir banaliser le fait que le caca c'est sale. Et là, je suis totalement opposée à la banalisation du fait que le caca c'est sale et que l'urine, on ne doit pas rester en contact avec en tout temps. Maintenant, je m'intéresse au fait d'utiliser le terme continence. Alors là, je vais utiliser deux définitions. La première, c'est celle de l'International Society of Continence. Elle définit l'incontinence urinaire comme toute plainte de perte d'urine involontaire. Et l'Académie de médecine définit la continence comme la faculté de retenir inconsciemment et volontairement les urines. Or, la réalité, c'est que les bébés relâchent les sphincters de façon volontaire dès la naissance. À la lumière des deux définitions que je viens de lire, ils sont continents dès la naissance parce qu'ils relâchent leur sphincter de façon volontaire. Évidemment, un nouveau-né devra travailler sa continence, car pour être continent, ça fait intervenir toute une quantité de muscles qui sont très peu entraînés, mais que l'enfant contrôle déjà. Entre le moment où l'enfant pleure car il a besoin d'uriner et celui où nous avons enlevé le linge et proposé d'éliminer, il aura su se retenir. Au début, ce ne sont que quelques secondes, puis au fur et à mesure que l'enfant est entendu dans son besoin d'éliminer, il apprend à contrôler ses muscles de mieux en mieux. Si on avait une échelle d'incontinence de 0 à 10, le nouveau-né il serait peut-être à 1 ou à 3 sur 10, mais il ne serait pas à 0. Donc de faire débuter la continence au moment où l'enfant peut se passer complètement des couches, eh ben, c'est nier le fait qu'auparavant, il avait déjà une capacité qui n'était pas entraînée, qui n'était pas très entraînée, mais qui était déjà là. Donc je conclus ceci. C'est au contraire le port de couches en continu qui peut faire perdre aux enfants le contrôle de leur sphincter et donc devenir incontinents. Les enfants ayant porté des couches en continu, et particulièrement des couches jetables, qui sont tellement absorbantes qu'elles enlèvent l'effet sec et qui déconnectent complètement l'enfant de cette sensation de le pipi, ça mouille, eh bien les enfants qui ont porté ces couches-là en continu ne seront pas tous complètement incontinents après 2 ou 3 ans. Dieu merci. Mais certains, oui, ils auront perdu de façon très très avancée toutes les sensations liées et le contrôle des muscles qui sont liés à la continence. Donc la continence n'est pas quelque chose qui intervient seulement quand l'enfant a terminé l'apprentissage de la propreté ou l'acquisition de la continence. Dire qu'un enfant est continent seulement à partir du moment où il se passe des couches et qu'il garde ses sous-vêtements secs pendant plusieurs jours, c'est nier la capacité des bébés à être continents. C'est nier ce qui fait la raison même que l'on puisse pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Maintenant, je vais conclure. Nous avons 2 termes. Apprentissage de la propreté, qui est utilisé depuis des décennies. Ce terme donne d'une part la notion que l'enfant doit progresser, apprendre quelque chose, ce qui est parfaitement vrai.
Et d'autre part, introduit la notion de propre, sale, avec la connotation positive associée au mot propre et la connotation négative associée au mot sale. Ce n'est donc pas un terme idéal, mais c'est le terme utilisé le plus couramment par les francophones. Nous avons d'autre part le terme acquisition de la continence, qui est basé sur le postulat erroné que les enfants n'ont pas la capacité de contrôler leur sphincter avant l'âge de 2-3 ans, et qui prétend que les adultes n'ont pas de rôle à jouer dans cette acquisition. Je vais donc choisir de ne pas utiliser ce terme. Je ne veux pas utiliser personnellement le terme acquisition de la continence pour parler de l'apprentissage de la propreté. Je vais continuer d'utiliser le terme apprentissage de la propreté, ce qui va me permettre d'être comprise de la majorité des francophones qui l'utilisent couramment. Par contre, il existe un autre terme qui n'a pas de connotation négative associée, même s'il n'est pas utilisé la plupart du temps. C'est le mot apprentissage du pot, pour certains entraînement au pot. C'est donc le terme que je vais privilégier. Par contre, je n'ai pas encore trouvé de terme adapté pour dire de façon assez courte, mon enfant est propre. Car mon enfant est continent, vous l'avez compris, et bien ça ne me convient pas. Donc là, je vous lance un message. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour ne pas dire mon enfant est propre, mais pour dire elle se passe des couches et elle reste sèche des jours d'affilée, on a des accidents de façon très occasionnelle. À la place d'utiliser cette longue phrase, est-ce que vous avez des propositions à faire? Je les attends avec impatience sous la vidéo. Je répondrai à tous vos commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Suzanne Rath, conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté de bébésurlepot.com. À bientôt!